Bonjour, effectivement, donc Thierry Boulanger de la Commission européenne, DG Connect. Donc, je travaille dans le service qui a la charge de coordonner la préparation des programmes de travail Horizon 2020 pour tout ce qui touche au TIC. Et dans les 20 minutes qui viennent, donc ma mission, c'est de tenter de vous présenter la dernière mouture, le dernier programme de travail qui a été adopté fin octobre, en tout cas pour ce qui concerne les TIC. Donc je ne vais pas chercher à rentrer dans les détails, mais plutôt à passer en revue les grandes lignes, les grandes nouveautés, les grands principes qui ont été suivis dans la préparation de ce troisième et dernier programme de travail d'Horizon 2020, en espérant que ça pourra vous aider à identifier des opportunités pour soumettre des propositions. Alors, je vais commencer par un point important, peut-être un rappel pour certains. Alors, les TIC dans Horizon 2020, ça n'est pas limité à la partie du programme, Late ICT, donc qui est, elle, 100% focalisée sur les technologies de l'information et de la communication, qui offre une part du budget conséquente. On parle de plus de 7 milliards d'euros sur l'ensemble de la durée d'Horizon 2020. Donc c'est environ la moitié du budget consacré au TIC, mais donc on a une petite moitié de l'effort d'investissement sur les TIC qui a lieu en dehors de cette partie du programme de travail. En fait, les TIC sont présents dans toutes les parties d'Horizon 2020, à des degrés divers, et cette présence des TIC est allée en croissant, programme de travail après programme de travail. Et donc c'est cette présence, notamment dans les défis sociétaux, et c'est d'autant plus vrai que pour la préparation de ce programme de travail 2018-2020, il y a, alors j'y reviendrai un peu plus en détail après, il y a 5 grandes priorités politiques qui ont été retenues, donc au niveau global, pas uniquement pour les TIC. Et parmi ces 5 grandes priorités, il y a le numérique, la numérisation, les transformations induites par les technologies numériques. Alors oui, donc ici, c'est juste un rappel donc, sur l'ordre de grandeur du budget disponible pour les TIC réparti sur les 3 grands piliers d'Horizon 2020. Donc, pour ceux qui étaient familiers déjà avec Horizon 2020, puis je vais essayer aussi de ne pas être trop, de faire en sorte que ce soit compréhensible aussi par ceux qui le sont moins. Quels sont les grands points à retenir, quelles sont les grandes lignes qui ont été suivies donc, qui sont spécifiques pour ce dernier programme de travail? Alors, tout tourne autour de la notion d'impact. Donc c'était quelque chose qui était important dès le lancement d'Horizon 2020. C'est ce qui avait notamment conduit à mettre l'accent sur l'innovation. Donc il y a comparé à FP7, la façon dont les instruments étaient conçus visait clairement à essayer d'insister sur la nécessité de penser à l'exploitation, de favoriser l'exploitation des résultats des projets financés, donc en termes de produits, de services qui, à terme, doivent pouvoir arriver sur le marché. Donc l'innovation d'un côté, et de l'autre côté, le fait qu'il y ait un des 3 piliers totalement dédiés aux défis sociétaux visait aussi à renforcer l'impact, la signification du programme de travail pour le citoyen et la société européenne. Cette idée, cette volonté renforcée sur le programme de travail 2018-2020, ça se traduit par 2 choses. La première, c'est un réalignement ou un alignement plus fort des objectifs du programme avec les priorités politiques de l'Union, donc hors recherche pure. Donc, au niveau du programme dans son ensemble, on a la stratégie définie, mise en œuvre par le commissaire Moedas, donc avec ce principe des 3 O, Open Science, Open Innovation, Open to the World. Donc concrètement, sur ce dernier programme de travail, Open Science, ça se traduit par un effort important pour essayer de concrétiser, de mettre en œuvre cette idée, ce projet de cloud européen ouvert pour les sciences. Open Innovation, ça va se traduire par le lancement d'un pilote pour un institut européen d'innovation, donc l'idée c'est d'avoir un guichet unique pour les innovateurs, donc pour soutenir les innovateurs. Et Open to the World, ça se traduit par un renforcement des actions visant à favoriser la coopération internationale dans les projets soutenus via Horizon 2020.
Pour ce qui concerne les TIC en particulier, donc là, ça fait le lien avec ce qui a été présenté par Khalil Rouana juste avant. Il y a un impact très fort donc dans la stratégie pour un marché numérique unique. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui relèvent du législatif, du politique, mais il y a aussi des actions qui touchent directement à la recherche et l'innovation, et notamment, par exemple, le lancement du PPP cybersécurité, qui a commencé sur la fin du précédent programme de travail, mais qui va être implémenté majoritairement donc, sur ce programme de travail-ci. Maintenant, si on regarde la stratégie DEI, donc là, il y a un impact très fort sur la conception de ce programme de travail, avec, donc il en parlait, un effort important sur le financement, le soutien aux pôles, aux nœuds, il y a différentes traductions, donc aux pôles d'innovation numérique, aux Digital Innovation Hubs, au développement de plateformes intégrant les différentes briques technologiques qui étaient jusqu'ici soutenues un peu séparément dans le programme TIC. Donc, voilà, donc ça c'est pour la partie alignement avec les priorités politiques. Deuxième aspect important donc, sur cet effort visant à augmenter, à maximiser l'impact du programme, on parle souvent de maximiser le retour sur l'investissement, d'avoir plus pour les euros investis dans le programme. Il y a l'objectif de réduire la fragmentation du programme. Ça se traduit donc cette fois par une réduction du nombre d'appels à propositions, de sujets financés, du niveau aussi de prescriptivité, je ne sais pas si le terme est correct, de prescription, enfin dans la façon dont les sujets sont rédigés. Ça se traduit aussi par une intégration renforcée entre les différentes composantes du programme, notamment entre la partie primauté industrielle et la partie défis sociétaux. Donc le résultat très concret, c'est le lancement de plusieurs focus areas, donc ce sont des grands calls virtuels qui existaient déjà précédemment, mais qui prennent une importance particulière sur ce dernier programme de travail. Donc j'y reviendrai juste après. Et oui, enfin, sur cet aspect réduction de la fragmentation, consolidation, donc on peut aussi parler de la poursuite de la consolidation de la façon dont l'instrument PME est utilisé. Donc pour ceux qui connaissent déjà Horizon 2020, donc il y a un instrument dédié PME qui est le seul instrument d'Horizon 2020 qui est accessible à des participants uniques. On n'est pas obligé de former un consortium. Enfin, je laisse de côté Marie Curie et puis l'ERC. Quand le Horizon 2020 a été lancé, c'est un instrument qui pouvait être utilisé dans les différentes parties du programme, donc sur le premier programme de travail. En 2016-2017, les différents sujets ont été regroupés dans une partie unique, mais il y avait toujours une coloration thématique pour ces différents sujets. En 2018-2020, il y a un sujet unique, un appel à proposition unique, totalement ouvert, donc qui regroupe l'ensemble du budget dédié à l'instrument PME. Et donc cet appel à proposition fait partie du pilote EIC. Enfin, dernier point à mentionner sur cette planche, Fast Track to Innovation, c'est un instrument qui avait été introduit en phase pilote en 2015-2016 et qui cette fois-ci est reconduit donc, pour les 3 dernières années de programme de travail avec 100 millions d'euros investis chaque année. Donc c'est un instrument qui permet de former des consortiums plus petits, d'avoir des procédures simplifiées pour la sélection, le lancement des projets, voilà, avec un time to grant qui est de maximum 6 mois. Alors oui, trois autres points donc, concernant les nouveautés pour le dernier programme de travail. Il y a eu un effort réel, peut-être pas encore suffisant, pour essayer d'avoir des textes plus courts, plus précis, plus clairs, plus focalisés, notamment pour la partie impact attendu. Ce qui est d'autant plus important que c'est, comme l'expliquait Frédéric, pour les actions d'innovation, c'est un critère, c'est le critère le plus important en cas d'égalité entre plusieurs propositions. Pour tenter de traiter le problème de sursouscription sur certaines parties du programme, on a une utilisation accrue des appels à propositions en 2 étapes.
Alors, ce n'est pas le cas sur la partie late ICT. Et enfin, donc là, une précision, le programme de travail couvre la période 2018-2020, mais pour l'instant, dans ce qui a été publié fin octobre, tout ce qui touche à 2020 est encore indicatif, fera l'objet de discussions avec les États membres. Donc les détails ne seront publiés que probablement début 2019. Alors, donc j'ai parlé, oui, des grandes priorités politiques pour ce dernier programme de travail, donc en indiquant que le numérique faisait partie des 5 grandes priorités. Les 4 autres priorités sont le développement durable et la lutte contre le changement climatique, la coopération internationale, la sécurité, l'innovation. Donc, ça se traduit par le lancement donc, de 4 focus areas, du pilote EIC et, donc, je peux en parler, du renforcement des actions de coopération internationale. Alors, ce fameux concept de focus area, donc je disais que ça existait depuis le premier programme de travail. Donc, à l'époque, l'idée, c'est d'avoir des espèces de calls virtuels qui regroupent des sujets couverts dans différentes parties du programme de façon à tendre vers un objectif plus ambitieux, plus global. En 2014-2015, il y en avait 12. La plupart, je ne suis pas sûr que la plupart des participants aient remarqué que ce concept existe en programme de travail. En 2016-2017, on a tenté d'en faire quelque chose, de lui donner plus de sens. Il y a une partie spécifique du programme qui avait été créée pour regrouper des actions qui agrégeaient du budget, des contributions venant de différentes parties du programme. Donc, typiquement, pour la partie ICT, on avait une focus area sur l'Internet des objets, où on finançait des projets permettant de mettre ensemble des acteurs du monde des TIC, par exemple, et du monde de l'agriculture, donc sur des projets d'expérimentation à grande échelle. Et une autre des 9 focus areas avait aussi une dimension forte au niveau TIC, c'est celle qui était dédiée à la sécurité, donc où on avait toutes les actions touchant à la cybersécurité. En 2018-2020, ces focus areas sont un élément central du programme de travail, donc directement aligné avec les grandes priorités identifiées par la Commission, par les commissaires aussi, via des consultations avec des groupes d'experts externes. Et parmi ces 4 grandes priorités, donc, on a la numérisation et la transformation de l'industrie et des services en Europe. Et derrière chacune de ces focus areas, on a donc des budgets, cette fois-ci, assez conséquents, de l'ordre du milliard d'euros, voire beaucoup plus pour la focus area dédiée à la lutte contre le changement climatique. Donc pour la focus area numérisation, donc on parle de quasiment 1,7 milliard d'euros. Il y a aussi une forte présence des TIC sur la focus area dédiée à la sécurité, donc où on trouve non seulement l'implémentation du PPP cyber, mais aussi une série d'actions visant à faire le pont entre la cybersécurité et des domaines spécifiques comme l'énergie, par exemple. Alors, ici, on a un peu plus de détails sur les différentes contributions à la focus area dédiée au numérique. Donc, sans rentrer dans le détail, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à vraiment monter, créer des sujets donc permettant d'établir ce lien entre la partie TIC et les parties défis sociétaux pour tous les défis sociétaux, à l'exception de celui traitant de l'environnement et du changement, et la lutte contre le changement climatique. Et pour la partie sécurité, bon, c'est un peu particulier puisqu'on a la focus area dédiée à la sécurité. Alors, à partir de ce slide-ci, ce que je vais faire, c'est zoomer sur chacun des 3 grands piliers du programme pour passer en revue donc, les principales lignes d'activité sur ces 3 dernières années et les grands changements comparés à la première phase d'horizon 2020. Sur le pilier excellence, donc il y a 2 gros morceaux où on trouve des contributions ICT, donc FET, Future and Emerging Technologies, et la partie infrastructure de recherche. Sur FET, deux points importants. FET Open, donc qui est ce schéma qui permet de financer des projets proposant des approches technologiques radicalement nouvelles,
Donc c'est un partie du programme qui est totalement ouverte, il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de demande dans le programme de travail au niveau des technologies à traiter ou des objectifs technologiques à atteindre. Donc cette partie-là est intégrée aujourd'hui au pilote de l'EIC. Donc ça s'est fait en préservant les fondamentaux de Fait Open, pour ceux qui connaissaient ce schéma, mais avec quelques ajustements, notamment au niveau de la description des impacts attendus des actions financées dans Fait Open, puisque maintenant on a une référence explicite aux impacts sociaux et économiques espérés, si jamais la technologie proposée dans le projet devait, si l'approche proposée dans le projet devait s'avérer déboucher sur un succès. L'autre point à signaler sur Fait concerne les flagships, donc ces grands projets multidisciplinaires financés par la Commission donc sur une durée d'une dizaine d'années. Donc jusqu'ici, on avait 2 grands projets de ce type, un donc sur le fonctionnement du cerveau humain, Human Brain Project, et un autre sur le graphène. On a un 3e Fait flagship qui est lancé donc, via ce programme de travail sur les technologies quantiques. Et on va aussi financer une série d'activités visant à explorer des nouvelles possibilités de Fait flagship pour l'avenir. Sur la partie infrastructure de recherche, qui comprend un volet dédié aux infrastructures de recherche numériques, donc le point important pour ce programme de travail-ci, c'est le lancement de l'initiative Cloud, donc avec toute une série d'actions qui vise à faire de cette idée une réalité, donc en s'appuyant sur les infrastructures existantes. Alors, maintenant je bascule sur le 2e pilier, donc la primauté industrielle. Donc vous voyez, on trouve la majorité du budget consacré au TIC dans Horizon 2020. Donc encore une fois, désolé de répéter le même message, donc le point important pour 2020, c'est vraiment cette idée d'essayer de focaliser et d'aligner le contenu du programme avec les priorités politiques, notamment principalement dans le domaine du numérique. Donc ces grandes priorités pour la partie TIC pour 2020, c'est donc la stratégie DEI, dont on parlait dans la présentation précédente, l'initiative Cloud et sa composante European Data Infrastructure. Donc concrètement, c'est mettre l'accent sur le calcul de performance, le big data et le cloud. La 5G, Next Generation Internet. Donc là, l'idée, c'est de structurer l'investissement sur les technologies liées à l'Internet, avec un horizon de 10 à 15 ans, et avec l'idée de mettre en avant des principes comme la neutralité, la protection des données. Enfin, dernière priorité, la cybersécurité. Donc, en continuité de ce qui se faisait déjà sur le programme précédent, sur la partie TIC, on a une part importante des actions qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Donc là, l'idée, c'est de travailler en partenariat avec l'industrie, avec le monde académique pour définir des feuilles de route sur le long terme et de faire en sorte donc, que du coup, les actions financées via Horizon 2020 s'inscrivent dans le cadre de ces feuilles de route, donc on ait une approche beaucoup plus structurée. Il faut savoir que plus de la moitié du budget dépensé dans la partie TIC, donc dans l'AITCT, se fait dans le cadre de ces partenariats public-privé. Donc aujourd'hui, on en a 7 qui concernent la TIC, la 5G, la photonique, la robotique, le calcul de performance, les usines du futur, le big data et la cybersécurité. Donc voilà, donc on poursuit cet effort avec une petite nouveauté ou un petit ajustement qui est dans ce programme de travail, on a cherché à encourager les synergies, les ponts entre les PPP. Donc plus concrètement, ça se fait entre le PPP cybersécurité et tous les autres PPP, avec donc, au sein des autres PPP des sujets traitant spécifiquement des problématiques cybersécurité. Ça se fait aussi entre les PPP HPC, calcul de performance, et Big Data, avec un certain nombre de sujets conjoints.
Troisième point, donc l'intégration entre le numérique et les autres parties d'Horizon 2020. Donc c'est voilà, la focus area dont je parlais juste avant. Et enfin, le focus, l'emphase, l'accent mis sur l'innovation. Donc on a toujours environ un peu moins de la moitié du budget dédié au TIC qui investit via les instruments orientés innovation, donc les actions d'innovation notamment. Alors, pour aller un peu plus en détail, donc là, ce qu'on voit sur ce slide, c'est, en bref, la structure des appels à propositions sur la partie late TIC. Donc, encore une fois, pour ceux qui étaient familiers avec les précédents programmes de travail, on avait une structure qui correspondait plus ou moins à des domaines ou à des technologiques. Aujourd'hui, la structure correspond plutôt aux priorités que j'ai énoncées juste avant. Donc, sous l'appel à proposition principal, donc ICT, on a tout un sous-call donc intitulé Technologie pour la numérisation de l'industrie, qui regroupe toutes les activités de microélectronique, sur des systèmes intelligents, la photonique, la robotique. Sous le chapitre EDI, donc on a tout ce qui touche au calcul de performance, au big data, au cloud et au logiciel. Donc on a tout un volet sur la partie 5G donc qui implémente la troisième phase de ce PPP, donc essentiellement avec des projets d'expérimentation. Et en particulier un sujet dont on parlait avec Khalil juste avant, sur la 5G pour la voiture connectée. Donc voilà, donc les cross-cutting activities, donc là c'est entre guillemets le reste, c'est des activités transverses, donc, qui ne traitent pas de technologies spécifiques. Enfin, on a un appel à proposition dédié aux hubs et aux plateformes, donc dans le cadre de l'implémentation de la stratégie d'EI. Donc là, on va y venir plus en détail dans la présentation qui suivra, donc je ne vais pas trop m'y attarder. Un appel dédié à la cybersécurité, donc, qui fait partie de l'implémentation du PPP. Et enfin, dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début d'Horizon 2020, deux appels conjoints avec donc, deux pays partenaires importants pour le domaine des TIC, donc le Japon et la Corée du Sud. Alors, les défis sociétaux qui sont souvent, comme je disais tout à l'heure, un domaine à ne pas négliger quand on parle des opportunités pour les acteurs du monde des TIC. Donc environ, grosso modo, ça dépend comment on calcule, un cinquième du budget alloué au TIC dans Horizon 2020. Donc là, il y a un point important, c'est qu'on a une approche qui est différente d'un défi sociétal à l'autre. On a trois défis sociétaux où il y a un budget dédié au TIC avec des appels à proposition dédiés ou au moins des sujets dédiés. Donc c'est le cas pour la partie santé, pour la partie société inclusive, innovante et réfléchie, et puis pour la partie sécurité. Mais on a aussi, et donc je disais, ça a pris de l'ampleur, programme de travail après programme de travail, des sujets avec une connotation TIC très forte dans les quatre autres défis sociétaux, donc la partie sécurité alimentaire et utilisation durable des ressources naturelles, énergie, transport, et aussi, mais alors dans une moindre mesure, sur la partie environnement. Brièvement, sur la partie santé, ce qu'on trouve sur le programme de travail 2020, c'est dans la directe continuité de ce qui se faisait précédemment. Donc les deux grands domaines sur lesquels on trouve des appels à proposition TIC, c'est les technologies pour accompagner le vieillissement de la population et les technologies permettant de personnaliser les soins. Sur la partie sécurité alimentaire et utilisation des ressources naturelles, on est passé d'une présence quasi inexistante des TIC sur le premier programme de travail à quelques calls conjoints sur le programme de travail 2016-2017, notamment sur l'utilisation des TIC, de la robotique pour l'agriculture. Et aussi, donc je parlais tout à l'heure de cet appel sur l'Internet des objets. En 2010-2020, on a le numérique est reconnu comme un des drivers, des éléments importants pour l'innovation dans les domaines couverts
sur ce défi sociétal. Donc à tel point qu'on a sur chacun des 3 principaux appels à propositions de cette partie-là des sujets spécifiques TIC et donc même un pôle d'innovation numérique dédié au secteur de l'agriculture, donc financé via le budget de cette partie du programme. Sur le volet énergie, donc alors une un des inputs politiques importants pour cette partie du programme, c'est le paquet innovation pour l'énergie propre qui a été adopté fin de l'année dernière. Dans ce paquet, donc, on comprend, enfin, je crois qu'il y a une trentaine de documents. Il y en a il y a une communication qui est dédiée à la partie recherche et innovation. Et dans cette communication, il y a un accent très fort sur l'importance du numérique. Et donc, ça se traduit, là encore, par un certain nombre d'opportunités, donc aussi bien sur les TIC pour l'efficacité énergétique, pour les smart grids ou pour les villes intelligentes. Sur la partie transport, on a en 2018-2020 un appel à proposition dédié à l'automatisation du transport routier avec 100 millions d'euros pour les 3 ans. Il y a toute une série d'autres sujets qui sont aussi pertinents pour les acteurs des TIC. Sur la partie climat, alors je disais tout à l'heure, là c'est l'endroit où c'est la partie programme où on a vraiment une présence très limitée. Là, on a juste quelques sujets ou sous-sujets pour ce qui concerne l'utilisation des TIC pour la gestion de l'eau. Enfin, sur la partie donc société inclusive, innovante et réfléchie, donc un peu un melting pot de différents, qui combine différentes problématiques. On a, comme dans les programmes précédents, 3 grandes lignes d'activité pour les TIC. Les TIC pour l'accès, l'exploitation du patrimoine culturel, les TIC pour l'inclusion et l'éducation, et dernière ligne, mais non des moindres, la partie TIC pour la modernisation des services publics. Et c'est aussi là, ça concerne moins les acteurs de monde TIC directement, on a aussi un appel à proposition pour traiter les aspects sociaux, l'impact de la numérisation, de l'avènement du numérique sur le fonctionnement de nos sociétés. Enfin, dernière partie, le volet sécurité, où on a d'un côté l'implémentation du PPP Cyber, donc avec un appel à proposition dédié à cybersécurité, et on a aussi, dans la continuité du précédent programme de travail, un appel à proposition qui intègre les aspects cyber et physiques, donc avec un sujet sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques cyber et les attaques classiques, entre guillemets. Donc voilà pour ce panorama, alors très rapide, désolé, c'est un peu une gageure de présenter tout le programme en une vingtaine de minutes. Pour avoir plus d'informations, le détail, l'accès aux détails de chacun de ces appels à proposition, donc il y a toute une série de liens que j'ai mis sur ce slide. Ce que j'ai oublié de mettre, ce qui est d'autant plus grave que c'est mon service qui en est l'auteur, c'est qu'on a aussi édité un petit guide il fait 16 pages, si je ne dis pas de bêtises, qui reprend donc, la revue, qui passe en revue donc l'ensemble du programme et surtout qui liste l'ensemble des appels à proposition qui sont pertinents pour les TIC. Donc peut-être qu'on mettra à jour le slide, voilà, pour la version qui sera diffusée. Ici, toujours plus pour, quand les slides sont diffusés, un résumé des principales dates limites de soumission donc pour tous les appels à proposition qui concernent les TIC. La grosse date à entourer dans votre agenda, c'est le 17 avril de l'année prochaine. Donc c'est la date limite de soumission pour le principal appel à proposition TIC. Voilà. Et c'est tout pour moi. J'espère avoir été clair. On peut prendre une ou deux questions. Bonjour, Sarah Benbaba du CNRS. Donc j'ai une question concernant le pilier 3, concernant les TRL.
Ouais. Est-ce que, imaginons qu'un consortium se fixe un TRL qui est inférieur au TRL imposé par le COL, comment peut-on faire? Parce que les TRL ne sont pas forcément aussi d'une manière explicite. Alors, voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a des cas où les TRL ne sont pas indiqués de façon explicite. Donc, il y a pas, c'est pas, les TRL, donc les TRL, c'est le niveau de maturité technologique donc, attendu pour les propositions soumises. Donc, ce n'est pas utilisé de façon systématique dans les appels à propositions. J'aurais tendance à dire que là où il n'y a rien, il faut juste se fier à la description qui est fournie dans l'appel à proposition. Là où il y a une référence explicite à des niveaux de TRL, moi, je ne peux que vous inciter à faire en sorte que votre proposition corresponde à ce qui est demandé. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si la réponse est, pour être plus clair, si votre question c'est est-ce qu'on doit suivre le niveau de TRL demandé lorsqu'il y a un niveau de TRL demandé, oui. Si ce n'est pas mentionné. Si ce n'est pas mentionné, manifestement, non. C'est une question qui est à réfléchir en fait pour le FP9 en fait. Ah, vous voulez dire, est-ce que... Alors, pardon, je comprends. C'est-à-dire le niveau de TRL qui est malheureusement imposé pour les défis 3, enfin pour le pilier 3. Est-ce que c'est une question qui va se poser pour le FP9? Pour FP9 j'aurais tendance à dire on n'en est pas à ce niveau de détail pour l'instant. Enfin, donc, je ne sais pas. Là, je ne sais pas vous répondre. Savoir est-ce qu'on va continuer à utiliser TRL ou pas. Là, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des débats pour savoir comment ça devait être utilisé dans Horizon 2020. Est-ce que ça devait être utilisé de façon systématique ou pas? La réponse est non. Chacun est libre de faire comme il veut. Enfin, là, quand je dis chacun, au niveau de la préparation des appels à propositions, en fonction de la pertinence ou non de l'utilisation de cette échelle de référence. Donc, il y a des cas où ça a vraiment du sens, notamment sur les parties très technologiques. Il y a des cas où ça en a moins. Voilà. Je ne sais pas si on adoptera une approche similaire pour FP9. Là, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Merci. Bonjour, Basile Starinkiewicz du CEA List. J'ai une remarque et une question. Première remarque, on sait tous que les appels sont très sélectifs, d'accord? Alors, je prépare avec des collègues une soumission à ICT 18. Il y a dans l'assistance des entreprises que ça intéresse, faites-moi signe au pot. Et remarque plus concrète, pour aider la partie française, j'ai une suggestion très concrète, c'est qu'on puisse accéder aux projets retenus précédents. Concrètement, au niveau des chercheurs, par exemple, qui développent une proposition, ou même de leur hiérarchie directe, il n'y a pas d'obstacle à diffuser une proposition. Par contre, si ce n'est pas prévu institutionnellement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si je le fais, je risque très fort. Donc il m'arrive de le faire en faisant promettre à mon interlocuteur « tu me promets que je ne l'ai pas fait », mais normalement on n'a pas le droit. Et à titre personnel, en tant que citoyen, je trouve scandaleux que pour des programmes financés à 100% par de l'argent public, les propositions ne soient pas publiées. Alors, il y a deux points importants. Le texte détaillé de la proposition reste confidentiel. D'accord. Si vous parlez des contrats, de savoir combien d'argent est alloué à chaque partenaire et qu'est-ce qu'on finance dans le projet. Alors, donc, si on parle de l'annexe technique, il y a des raisons qui me semblent évidentes pour lesquelles ces annexes revêtent un caractère de confidentialité. Si on parle de la question de la transparence des citoyens sur la façon dont l'argent du programme de recherche est dépensé, il y a un site internet qui s'appelle Cordis, sur lequel vous pouvez trouver de façon exhaustive tous les projets financés par l'Union européenne via le programme de recherche. Proposition technique, moi je suis auteur de propositions, j'ai besoin d'exemples qui marchent, je n'ai que ceux de mon institution, que celui-ci est comme. Je comprends, mais je comprends votre problème, mais là on se heurte au problème de la confidentialité des propositions. Je pense. Si on veut augmenter le niveau français. Et ben alors, je vous invite à suivre le conseil prodigué fort justement par Frédéric juste avant, à savoir de participer à des évaluations en tant qu'expert externe. C'est la meilleure façon pour vous de voir comment se passent ces évaluations, qu'est-ce qui fait qu'une proposition est retenue ou pas pour la zone limite entre les bonnes propositions et les très bonnes propositions
qui finissent par être financés. Enfin, c'est le conseil qu'on donne tout le temps, et c'est celui que je vous redonne encore une fois aujourd'hui. Enfin, enregistrez-vous sur la base des experts et essayez et participez à ces évaluations. Mais faites-le vous-même. Je veux dire, pour voir par vous-même. Enfin, Philippe, tu veux compléter? Oui. Oui, tout simplement une petite remarque. Si on veut que des propositions stratégiques parviennent au programme cadre, il faut absolument en garantir la confidentialité. Je pense que sinon, le programme va être dénaturé et seulement des sujets mineurs seraient financés par l'Europe, et c'est tout le contraire que l'on souhaite. Alors, je rajouterai un dernier point sur la participation française. Alors, je n'ai pas regardé les derniers chiffres en venir, je les ai regardés il y a quelques mois. Si je ne dis pas de bêtises, le taux de réussite des participants français est plus élevé que la moyenne. Le problème, il n'est pas tellement... Enfin, donc les appels sont très sélectifs, mais le problème est plutôt dans le niveau de participation aux appels. Enfin, c'est vraiment ce sur quoi a insisté Frédéric, plus que dans le caractère sélectif des appels à proposition. Les Français, en moyenne, réussissent mieux que les autres participants. C'est tout à fait vrai, effectivement. On a un taux de succès bien plus important que certains pays. C'est-à-dire le taux de réussite? Alors, très franchement, je ne connais pas par cœur, donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Non, mais globalement, aujourd'hui, on est environ à 11% de taux de réussite sur l'ensemble du programme. On a un taux de réussite qui est plus élevé sur la partie TIC. Alors, je crois que les PCN seront mieux placés que moi pour vous donner des chiffres précis. Ouais. Les derniers chiffres concernant les taux de réussite par volet du programme. Par volet, c'est relativement variable, hein, oui, en fonction des domaines, mais globalement de mémoire, parce que j'ai pas, ma mémoire est par terre là. On est à peu près à 13,6%. 11 et quelques au global, mais en comptant avec la FET Open et puis l'instrument PME qui sont... Quand on enlève l'instrument PME, on doit être à 14,6 et pour la France, on doit être à 17,3 ou 18. Ce qui confirme ce que je disais juste avant. Non, vas-y, continue. Non, mais, voilà. Après, honnêtement, pour être transparent, il y a des grandes différences. Je vais prendre un cas extrême, on va prendre le calcul haute performance, où la 5G, on est plutôt à 25-30% de taux de succès en moyenne. L'autre extrême, on va prendre, sans rentrer sur l'instrument PME, mais sur le big data, où on oscille entre 5% et 15%. Globalement, 5%, tout le monde est dégoûté, ne revient pas l'année prochaine, et on passe à 15%. Je caricature le propos, mais c'est un peu ça qu'on observe depuis 5-6 ans. Donc ça dépend vraiment des sujets. Au niveau européen, quels sont les premiers dans le taux de succès? Sur Ensemble Horizon 2020, c'est la France. Enfin, pour une fois, on est vraiment... on est le premier État. On était même le premier État, tout compris, même État associé, jusqu'à cet été. Sur le programme TIC, je pense que on n'est pas mauvais. Après, dire le premier de tête, honnêtement, il y a un moment, les Français étaient... Enfin, j'ai pas regardé tout récemment, mais les Français étaient vraiment les tout premiers, y compris sur la partie TIC. Hein. Enfin, le problème, c'est vraiment le niveau de participation aux appels à proposition, plus que le taux de réussite des Français. Si on prend le taux de succès par rapport on est par rapport à le taux de financement, ouais. Le taux de financement, la France, c'est à peu près 94 millions d'euros. Le pourcentage entre ce qui est demandé, enfin ce qui est... C'est le taux de succès. Hein, il y a deux façons de calculer en fait, je peux calculer par proposition ou par... Moi, je suis un peu comptable. D'accord. Et un chiffre faible, c'est le taux de participation. Oui. Quels sont les meilleurs dans le taux de participation? Ah, les Espagnols, je crois. De loin, c'est les Espagnols et les Italiens. Alors après, tout dépend en brut. Après, si on rapporte à la taille du pays, les Pays-Bas sont extrêmement performants également. Non, mais finalement, dans ceux qui récupèrent le plus d'argent de la commission, c'est les Anglais. Ah non, c'est les Pays-Bas. Enfin, alors,
Les Pays-Bas, en taille, les premiers En bénéficiaires. pourcentage, c'est l'Allemagne. Non, l'Allemagne en brut, Oui. par rapport à la taille, mais Oui. à nouveau, ils récupèrent 15%, Ça marche. 15,7% des financements. Sur le programme TIC, ils sont à 18%, ou 20%, ça dépend. Avant, ils étaient à 22%. Mais il faut rappeler ce qu'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 30% de l'investissement de R&D en Europe. Donc si on prend par rapport à c'est 40% des brevets en Europe. Donc c'est quand même le mastodonte dans la carte. Si on prend, on relativise par rapport à la taille du pays, vous prenez l'Espagne extrêmement performant sans soumission, mais le pays qui est extrêmement performant, Royaume-Uni n'est pas mauvais non plus, 125% de taux de retour, mais en fait c'est grâce au chèque britannique, par rapport au poids du pays, c'est à peu près 100%. Si vous prenez par rapport au potentiel de recherche, donc en termes de nombre de chercheurs, alors sur l'ensemble d'Horizon 2020, c'est 7,8% pour les Pays-Bas, de la part captée des financements, alors qu'ils sont 4,2% des chercheurs. Donc ils sont vraiment très performants en termes de soumission, mais également en termes de retour. Peut-être que non, absolument, tu as tout dit. Je voulais juste intervenir pour clarifier les choses. En fait, en taux de réussite, la France est le champion. Oui. En taux de réussite, comme tu l'as dit. Et je crois que sur FP7, j'ai fait sur l'ensemble de FP7, la France était... donc je fais tout le calcul sur TIC, sur FP7, la France soumettait pratiquement 60% moins... donc, le nombre de propositions françaises était 60% du nombre de propositions allemandes, mais le taux de réussite de la France était le double du taux de réussite de l'Allemagne. Mais ça, c'est en taux de réussite. Mais en termes de retour, l'Allemagne arrive toujours en premier avec autour de 20% de l'argent qui va vers les partenaires allemands, les participants allemands. Voilà. Effectivement, les Pays-Bas et l'Autriche, en termes de PIB, poids du PIB dans l'Union, nombre de chercheurs dans l'Union, les Pays-Bas et l'Autriche s'en sortent pas mal. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, Libero Maisano. Donc, je voudrais revenir sur le problème des Anglais. Bon, effectivement, je suis en train de préparer une proposition. Je voudrais, avec un partenaire anglais qui est un partenaire académique. Alors, disons, avant l'accord de sortie, c'était clairement pas conseillé d'inclure un anglais, parce qu'il y avait un problème de risque industriel fort. Et donc, en sachant que la position de la Commission était que s'il n'y avait pas d'accord, les financements stoppaient à la date. Enfin, là, apparemment, il y a un accord de sortie, si j'ai bien compris, qui sauvegarde 18-20, en fait. C'est-à-dire, là, je formule. Donc, c'est-à-dire que les projets avec les Anglais qui sont acceptés seront financés, quelle qu'elle soit l'issue de la négociation avec les Anglais. C'est bien ça. Bon, là, alors, le jour après, les Anglais ont eu le bon goût de tout de suite dire, maintenant, en fait, si on se met d'accord après, on laisse tomber l'accord avant. Bon, quel est votre conseil, en fait? Alors, c'est tout frais tout ça, c'est tout frais. Nous avons un accord pour la contribution britannique pour le Brexit. Donc les 140 milliards que le Royaume-Uni est aujourd'hui, ce n'est pas encore confirmé à 100% par le Parlement britannique, mais au moins c'est ce qui se négocie actuellement. Donc 50 milliards de chèques pour la sortie. Alors est-ce que ces 50 milliards couvrent la contribution du Royaume-Uni au programme cadre jusqu'en 2020? On n'est pas encore dans ces détails-là. On n'est pas encore dans ces détails-là. Mais vous avez raison que c'est le climat de coopération avec le Royaume-Uni est positif actuellement. Et on parle d'accord avec le Royaume-Uni. Donc c'est ce qui va commencer à se négocier à partir de janvier 2018. Alors, ça dépend des options d'accord de partenariat pour la suite.
Si c'est un accord de partenariat comme avec le Canada, parce qu'on parle de ça, ce serait différent d'un accord de partenariat qu'on a avec la Norvège. Parce qu'avec la Norvège, il y a participation de la Norvège au programme. La Norvège est associée, enfin, elle fait partie du marché commun, mais associée également au programme de recherche. Ce n'est pas le cas du Canada. Donc il faudrait voir comment les négociations vont suivre par la suite. C'est ce qu'on peut dire pour le moment. Et de toute façon, même dans le pire des cas qui semble plus être à l'ordre du jour, pour les projets en cours, donc enfin, jusqu'à fin mars 2019, donc les projets qui auront été signés jusqu'à fin mars 2019, le seul risque, le plus gros risque, c'était pour le coordinateur de devoir refaire des amendements parce que le partenaire britannique ne serait plus financé par l'Union européenne, mais par son gouvernement. Donc aujourd'hui, clairement... Moi, je parle pour avril, 17 avril. Hein, donc là... Oui, donc pour typiquement le call d'avril 2018, le seul risque pour le coordinateur, c'est que si effectivement il y avait grande tension entre l'Union et le Royaume-Uni, le risque, ça serait de devoir faire des amendements pour ne plus payer les coûts du partenaire britannique. Mais le partenaire britannique pourrait continuer. Enfin, normalement, en tout cas, son gouvernement s'est engagé à à financer les travaux. Donc, le risque, c'est un peu plus de travail pour le coordinateur. Pour les autres partenaires, honnêtement, à mon avis, plutôt limité le risque. Par contre, je crois que, vu le temps, on vous proposez de passer à la présentation suivante sur les DIH et sur les plateformes. Merci. Merci Thierry.